مرحبا سيسك يا الباس تدرينا مرحبا سيسك يا الباس تدرينا Alger, Paris, Milan, Prague, Moscou, Tunis, Bruxelles, Hambourg, Bonn, Stockholm, Bruxelles, Trieste, Zagreb, Florence, Moscou, Hanoï, Pékin, Paris, Alger, Erevan, Moscou, Alger, Sofia, Oran, Paris, New York, Alger. Ainsi va la vie d'écrivain errant algérien. C'est vrai que quand on quitte son pays, quand on quitte son village, on l'aime mieux parce qu'on sent mieux ce qu'on a perdu. C'est comme un manchot, par exemple, il sent encore plus le bras qu'il a perdu. La même chose pour l'exilé. Il pense plus à son pays que s'il y était. Parce que s'il y était, il n'aurait pas besoin d'y penser. Et justement, quand il n'y est pas, il y pense plus que ceux qui y sont. Lorsqu'on quitte son pays, longtemps, on le perd de vue, et quand on y revient, on est perdu. Et ça, c'est terrible, parce qu'on le sent. Et les gens du pays le sentent. On devient étranger dans son propre pays. C'est ça le plus dur. Mais quand on y revient, et si vraiment on y reste, on se retrouve, de toute façon, parce que les racines ne meurent pas. Moi, j'ai eu une enfance très heureuse parce que j'ai eu une mère et un père très sensibles, qui aimaient la poésie, la musique. Bref, j'étais comme un poisson dans l'eau. Enfin, quand je me rappelle, jusqu'à 6, 7 ans, 8 ans, c'était le bonheur absolu. Au début, j'ai été à l'école coranique. Par la suite, bon, on a changé de patelin. Et là, bon, mon père m'a dit, ben écoute, maintenant c'est les Français qui sont les plus forts, il faut que tu arrives à faire tes études en français. Bon, ben d'accord, j'ai été à l'école française. Et alors là, à l'école française, c'est terrible, j'ai trouvé quand même mieux que ce qu'il y avait à l'école coranique. Et en particulier l'institutrice, de laquelle je suis tombé amoureux, terriblement amoureux, une jeune fille terrible, très émouvante. C'est bien simple, si elle me donnait un devoir, je faisais tout le livre d'arithmétique. Mais alors vraiment, je faisais tout le livre. Tu vois, elle me donne un devoir, c'est un devoir. Mais si, moi, je dévore tout le livre. Et puis après, j'ai honte de lui porter. Ça veut dire, hein, on avait une soif, nous. Oui, c'est l'école que j'ai fréquentée, quoi. De l'âge de 6 ans à 14 ans. C'était toujours des enseignants européens. Et l'enseignement qu'on nous donnait, bon, je me rappelle en effet de cette époque où on apprenait que nos ancêtres étaient des Gaulois, etc.
Il y avait un enseignant, un instituteur, qui avait exigé de nous qu'on ne parle pas kabyle en récréation. Bon, soi-disant, c'était pour nous apprendre à mieux parler le français, etc. Mais nous, on y avait vu un affront terrible, quoi. Comment, maintenant, on n'a même plus le droit de jouer, de nous amuser dans notre langue et tout ça, c'était inconcevable. Et il avait même inventé une espèce de système, il y avait un crochet, là, d'un volet d'une fenêtre, quand les enfants sortaient en récréation, il se promenait devant, et puis dès qu'il entendait quelqu'un parler en kabyle, il lui donnait le crochet. Et l'enfant, il était tenu de le remettre à quelqu'un d'autre s'il entendait parler kabyle, et le dernier était puni. Et quand on pense que c'est la langue de nos ancêtres, et que moi je l'ignore encore, tout en étant un écrivain, c'est tragique. Et il y en a qui n'ont pas encore compris ça, mais moi je l'ai compris. Quand nous sommes arrivés en Kabylie, ma mère se croyait en exil. Et je me souviens, il y avait une petite fille qui nous apportait de l'eau. Alors la petite fille a dit, avec Dawe Raman Soumat, je crois, le mot berbère qui dit Soumat, ça veut dire frais, de l'eau fraîche. Alors, elle disait à ma mère, je vais t'apporter de l'eau fraîche. Mais comme le mot Samt en arabe signifie fade, ma mère a compris qu'elle voulait lui apporter de l'eau fade, saumâtre. Alors comme elle n'était pas contente d'être loin de la famille, elle a fait un scandale à mon père en lui disant, regarde, tu m'emmènes chez les Kabyles, une petite fille de rien du tout, elle va m'apporter de l'eau saumâtre. Le mal de l'Algérie, c'était ça. Puisque, entre-temps, j'étais obligé, moi, d'apprendre le français. Et je ne pouvais même plus communiquer avec ma mère. Et puis, à un moment donné, il fallait aller au lycée. Donc, du village, aller en ville, à Sétif. Alors là, ça a été un changement. Et là, au lycée de Sétif, justement, la plupart, c'était des fils de colons. Bon, ils nous menaient la vie dure à tous les points de vue. Ben, ça, on sait bien, dans le lycée, comment on peut, surtout une minorité, surtout si ça se double d'un point de vue racial, avec le côté colonial. Quand on nous enseignait l'histoire, justement, on arrivait à des points où je voyais bien que c'était menteur, leur truc. Hein? C'était clair, ce qu'ils nous enseignaient, c'était des mensonges. Hein? Parce qu'ils s'ingéniaient à nous faire croire qu'on était français. Ils nous enseignaient donc l'histoire de France. Hein? Bon. Et nous, on sentait bien que c'était faux, puisque les Français se comportaient avec nous d'une manière telle qu'ils nous faisaient sentir qu'on n'était pas français. Mais au fond, j'étais plutôt malheureux ici. J'étais malheureux d'avoir quitté mes camarades d'enfance du village. C'était presque comme la prison, c'était presque une préface à la prison que j'ai connue après. Et ça allait mal même avec les professeurs, en histoire par exemple. Je me souviens finalement, il y avait seulement certaines choses qui m'intéressaient, comme la Révolution française par exemple, en histoire. Ça m'intéressait trop, même au gré du professeur. Mais pour le reste, je commençais à décrocher complètement des études, jusqu'au jour où j'ai été arrêté en sortant du lycée. Il y a eu les cloches qui ont sonné, et puis on est venu nous dire, voilà, c'est la victoire contre les nazis, vous êtes libre, vous pouvez sortir. J'étais interne dans ce temps-là. Bon, moi, je suis sorti à 10h du matin, comme tout le monde. Donc la cérémonie officielle devait se produire, mais les organisations nationalistes ont décidé d'appeler le peuple à manifester de son côté pour l'indépendance d'Algérie. Et c'était plein d'Européens. Et dans ces Européens-là, il y avait surtout des officiers, des types qui étaient horrifiés de ce qui se venait de se passer, qui avaient peur, qui criaient reine contre les Arabes. Comment ils ont fait ça? Il faut les tuer, il faut les exterminer tous. Enfin, c'était vraiment... Moi, je me trouve là-dedans. Il y avait beaucoup de gens. Il y a eu un recul de la foule. J'ai vu une petite fille de 10 ans écrasée devant moi, rien que par le recul de la foule quand il y a eu le coup de feu. Comme par hasard, moi j'aime les livres, bien sûr, je me suis réfugié dans une librairie. Bon, qu'est-ce que je vois là? Le libraire qui baignait dans une mare de sang, c'était un libraire qui fumait des cigares, je me rappelle, M. Mesquida. Et bon,
Et l'été, il baignait dans une mare de sang. Merde. Moi, c'était quand même... J'étais quand même jeune, c'était des spectacles auxquels je n'étais pas habitué. Après la manifestation, je retourne au village. Bien. Les camarades européens, dont un Corse qui m'attendait, il y a aussi un Italien, d'autres Européens qui m'attendaient à l'arrivée du car. Moi, naïvement, je leur ai dit, hey, ça y est, on a fait la révolution avec des bâtons, on a tué l'armée, parce que j'ai exagéré tout ça. Bon, j'ai extrapolé ce qui s'était passé à Sétif, alors que nous, on avait été écrasés, etc., et que j'avais rien compris de ce qui s'était passé à Sétif. Mais devant les copains, pour faire le malin, etc., j'ai dit, voilà, on a fait la révolution, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que le 13 mai, enfin, bon, il y a des flics qui viennent et ils m'arrêtent. Moi, je me rappelle, j'étais ici, avec les menottes. Ah, je me rappelle, bien. Là. Oui. Le Après, para était là. oui. Et dedans, il y avait des bottes de paille. C'est ça. Une fois, je veux dire, les interrogations Ouais. arrêtées, on nous a enfermés dedans. Ici. J'étais avec Yacine, on était enchaînés avec les mêmes notes. Les mêmes notes. Oui. Et on nous a amenés un mouton. C'était une écurie, c'était tout à fait normal. Nous sommes les survivants. Les survivants. Les survivants. Au fond, j'ai découvert le peuple en prison. Puisque jusque-là, bon, dans la rue, je le voyais de loin, mais je ne pouvais pas dire que je savais ce que c'était que le peuple. Mais en prison, il nous arrivait parfois d'être jusqu'à 19 dans la même cellule, et puis on fusillait tout près de la prison. Et dans des moments pareils, lorsqu'on a l'abord tout près de soi, et lorsqu'on peut mourir à chaque moment, ça rapproche beaucoup les gens, et on se parle. On se dit des choses qu'on ne se serait jamais dites. Et à ce moment-là, j'ai compris que la véritable richesse était dans ce peuple, l'analphabète, ces gens qui étaient là, qui avaient été raflés comme moi. Et ce qu'ils me disaient m'a bouleversé, m'a complètement métamorphosé, si bien que je suis sorti de prison, décidé à consacrer le reste de ma vie à ces hommes que je venais de découvrir, et dont j'avais découvert la richesse intérieure, parce que tout ce que j'avais lu dans les livres à ce moment-là m'a semblé stupide. C'était extraordinaire de découvrir ce peuple. Ce pays, merde, quoi, que c'est pas de la merde, ce pays-là. Hein? Ce peuple-là, c'est pas de la merde. Et moi, qu'est-ce que je suis? Et pourquoi je suis comme ça? Et pourquoi les autres me dominent? Et pourquoi, etc. Et pourquoi? Eh ben voilà. Qu'est-ce que c'est la révolution? Qu'est-ce que c'est la France? Qu'est-ce que c'est que nous? Qu'est-ce que c'est que moi? Qu'est-ce que c'est que les autres? Hein? Comment ça? C'est là que ça a commencé à bouillonner. Dans ma tête, dans la tête de tous les autres. Les événements de 45 se sont passés à Sétif et à Guelma. Et la famille de ma mère était à Guelma. Or, la famille de ma mère, ça a été beaucoup plus sévère. Alors là, c'est terrible. Ils ont tué, par exemple, un oncle avec sa femme enceinte. Et bon, alors ça a été un massacre terrible. Alors là, ma mère a perdu la raison. Ça chaviré. Vraiment. Ma mère, c'était... Je sais pas, moi, tu peux passer 48 heures sur 48 avec elle, tu t'ennuies pas. Parce qu'elle est
elle est vraiment géniale. Vraiment, vraiment, minute par minute, seconde par seconde, elle n'est que géniale. Tu comprends? Elle te fait pleurer, rire tout le temps. Hein? Après, tu la vois sombrer dans la folie. La folie, tu comprends? Tu sais comment la folie de ma mère, comment elle se manifestait? C'est-à-dire qu'elle allumait le feu, hein, elle allumait le feu, et elle se jetait dedans. Ses pieds, ses mains, sa tête, ses bras, elle était toujours brûlée. Éternellement brûlée. La première fois que j'ai compris qu'on était vraiment des cons avec ma femme, c'était avec ma mère, justement. Je me souviens, un matin, on avait été au bain. Ma mère, ma pauvre mère, bon, quand on sort de la maison, quand on enlève son voile et qu'elle regarde un peu les arbres, je sais pas moi, la route ou le ciel, je lui disais, moi, allez, mets ton voile, merde, hein, j'avais honte, je voulais pas que je voulais faire l'homme avec ma mère, quoi, merde, tu vois, je la brutalisais, je l'obligeais à remettre son voile. Et pourtant, personne ne l'a regardé, c'est la connerie. Je me rappelle très bien comment j'ai martyrisé ma propre mère comme ça. Mon père et ma mère, ils allaient au bain, devant cette rivière-là. Puis moi, j'ai vu un brin d'herbe. Attention, quand on est petit, on est très sensible. On sent les choses de manière... Maintenant, on en parle, ça ne semble rien, mais il faut se mettre comme on était quand on était petit. C'est terrible. J'ai vu un brin d'herbe, puis un caillou, puis la rivière, et j'ai commencé à suivre ça. Hein, du brin d'herbe au caillou, à la rivière, et ça a commencé, je me suis perdu, j'ai fait des kilomètres, comme ça, hein. Et puis, en plus, je sais pas, c'était par beau temps, il y avait c'était vraiment la fête de la nature, c'était la fête partout. Les insectes, les libellules, les papillons, les abeilles, je sais pas, la rivière, tout ça, ça m'a complètement, ça m'a esquinté. Franchement, à partir de là, j'ai été vraiment, rien à faire. Ce jour-là, je suis devenu poète. Alors, je ne pouvais plus m'arracher à la rivière. C'était plus qu'une femme pour moi, c'était plus que ma mère, ma soeur, ma femme, tout ce que tu veux, c'était 3 fois ça et 10 fois plus que ça. C'est terrible. Et ça, jamais j'oublierai ça. C'est ce jour-là que je me suis senti poète. Il n'y a rien à faire. J'ai senti un pacte entre la rivière et nous. Parce qu'à partir de là, tu n'oses plus dire moi. Bonjour ma vie et vous mes désespoirs. Me voici au fossé où naquit ma misère. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour mes vieux copains. Je vous reviens avec ma gueule de paladin solitaire. Voici le coin de boue où dormait mon front fier, au hurlement des vents, par les cris de décembre. Voici ma vie à moi, rassemblée en poussière. Après les manifestations du mai 47, il est évident que tout a changé, tout a basculé. Parce que j'avais été en prison quand même. Pendant 4 mois, j'avais fait de la tôle, il devenait un peu un élément un peu indésirable au village. Et de l'autre côté, il y avait bien pire. Parce que je n'avais pas compris en ce temps-là. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi j'ai été en prison, pourquoi j'ai été libéré, pourquoi ma mère est devenue folle. Je ne comprenais pas très bien tout ça. Enfin, mon père, il a vu que ça allait mal. Enfin, parce qu'à ce moment-là, je commençais vraiment... D'ailleurs, je m'enfermais dans ma chambre, je fermais les volets, je fermais tout. Je lisais Baudelaire ou je sais pas, mais ça tournait mal. Alors mon père, il m'a dit, écoute, il faut que tu changes d'air, il faut que tu partes. Ben, on a des cousins à Annaba, c'est-à-dire à Bonn, quoi. Bon, il m'a envoyé là-bas. Je suis parti. Et chez ces cousins-là, putain, merde, alors la cousine qui m'ouvre la porte, je me rappelle très bien, elle m'a ouvert la porte, il était à peu près midi. Il m'a ouvert la porte, mon vieux, ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre. Ça a été vraiment un coup de foudre quand elle m'a ouvert la porte. Bon, et alors, et au bout de quelque temps, j'ai fait le compte de ma situation. Je me suis dit, merde, où je suis là? Et cette cousine était mariée.
Oui, elle était mariée. En plus, elle était plus âgée que moi. Moi, je n'avais que 16 ans. Elle en avait 26. Alors, c'était donc impossible. C'était un amour impossible. Je sentais que c'était une situation fausse. Parce qu'à Annaba, là où mon père m'a envoyé, il y avait aussi un mouvement national. Il y avait des types qui sortaient de prison aussi, comme ce que j'avais eu à Sétif. Parce que les autres, ils se faisaient une idée de moi, parce que j'avais été en prison. Alors, ils me voyaient comme un militant, presque. Tu vois, et puis moi, je vivais cet amour-là, et puis, mais quand même, quand je vois les autres, à la fin, je me dis, mais merde, qu'est-ce qui est le plus vrai là? S'ils n'avaient écouté que moi, j'aurais sombré dans l'amour égoïste de cette femme. Mais il y a aussi les camarades là-bas. Les camarades, c'est la merde, c'est la souffrance. C'est tes camarades qui n'ont pas de femmes, qui n'ont jamais l'idée même d'approcher la moindre femme. Ça n'a pas manqué de faire en moi un bouleversement tel que je me suis dit, il faut que je rompe. Il faut que je rompe. Pour rompre avec Nejma, il m'a fallu plusieurs mois. Qu'est-ce que je fais? Je prends le train d'Annaba à Constantine, c'est pas loin. J'arrive à Constantine, allez, je reviens à Annaba. Hein? Et après, j'ai mis domicile chez un épicier parce que je pouvais la voir passer de loin sans en avoir l'air. Tu comprends? L'honneur, le nif. Parce que quand même, je voyais bien le ridicule, tout ça. Et ah, ouais, je me suis dit, allez, il faut rompre, faut rompre, tout. Bon, eh ben, j'ai fini par rompre. Loin de Nejma, déchu par notre faute, loin de Nejma. Nejma, si je t'ai bu, tu fermentais. Rapprochons-nous même si le vent nous disperse. Heureusement, il y a la soupe populaire. Il y a les dépositaires du ciel, les prolétaires, ils ont la force du nombre et du rayon, la rectitude. Pour eux, j'ai bu Nejma. Après, j'ai été dans 1000 pays, mais il n'y a rien à faire. Je ne peux pas aimer une autre femme, je ne pourrai jamais aimer une autre femme qu'elle. C'est comme ça. Si on voyait par exemple dans le flot des émigrés, les valises des émigrés, c'était vraiment un long poème. Parce que les valises des hommes modernes et des bourgeois et des petits bourgeois se ressemblent en général, elles sont pimpantes. Les valises des émigrés, d'abord elles ne se ressemblaient pas. Elles étaient cocasses, elles étaient tragiques, elles étaient... Souvent, c'était même pas des valises, c'était des cartons, des sacs. Je venais souvent, très souvent, à la gare pour me rappeler certaines scènes de mon arrivée ici à Paris, quand je venais d'Algérie, et surtout l'arrivée des émigrés qui venaient en ce temps-là par bateau. Il y avait le train paquebot qui, de Marseille, les amenait à Paris. Et venaient en vagues profondes. Et à ce moment-là, il y avait que des hommes, ils n'amenaient pas encore leur famille. Et un jour, j'en ai vu un dans la foule, comme ça, il était pieds nus, avec un sac en peau de chèvre, comme un paysan de chez nous.
Et puis il marchait, bon, sans aucune crainte. Bon, je me demandais comment il allait se débrouiller dans les feux verts, les feux rouges et tout ça. Et je l'ai accroché, je lui ai demandé où il allait. Il m'a dit, je vais chez mon oncle, tout naturellement. Puis il me sort un papier écrit au crayon, à moitié déchiré déjà. Je regarde ça, je lui dis, mon vieux, tu sais, les Algériens ici, ils bougent, ça m'étonnerait qu'ils soient encore ici, ton oncle. Mais en l'interrogeant, j'ai vu qu'il était de la petite Kabylie. Or, je savais qu'en général, les gens de la petite Kabylie se trouvent dans le 13e. Or, moi, j'habitais justement dans le 13e. Et finalement, on a retrouvé son oncle, on lui a trouvé du travail. Et il lui est arrivé une histoire terrible, c'est qu'il repérait, comme il était analphabète, il repérait sa station de métro par un chat, une marque de publicité où il y avait un chat, et c'est comme ça qu'il savait qu'il était arrivé. Or, un jour, le chat a disparu, puisqu'on change les affiches de publicité, il s'est perdu dans Paris, mais de toute façon, il s'est retrouvé. Mon premier séjour à Paris, j'ai été hébergé par un vieux compatriote dans une cave où il y avait vraiment les épaves de la société algérienne en exil. La plupart étaient analphabètes. Et je suis devenu leur écrivain public. Je crois que ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est qu'avant d'être un écrivain tout court, j'ai été un écrivain public. C'est-à-dire que j'ai écrit les lettres de ces analphabètes, de ces chômeurs, de ces malheurs, de ces hommes qui me confiaient leurs secrets de famille. Et chez nous, c'est terriblement important d'entrer dans les secrets de famille de quelqu'un. Ça donne une position telle qu'on parle avec les gens et les gens vous parlent. Et on finit par devenir la conscience même de la rue. Et non seulement cette rue, qui était une longue rue que j'ai organisée finalement pour le Front National Démocratique, une des premières versions de ce qu'allait devenir le FLN. J'ai réussi à organiser toute cette rue, justement du fait que j'étais devenu l'écrivain public. Le mouvement de libération, le mouvement pour l'indépendance, est né ici, dans l'immigration. La première fois qu'on a parlé, qu'on a osé penser indépendance, c'est ici, dans l'immigration. C'est pas en Algérie, c'est ici. Pourquoi? C'était simple à comprendre, c'est parce que les sous-prolétaires, les expatriés, ceux qui vivaient les pires souffrances ici, loin de leur famille, qui se privaient, qui étaient vraiment dans la gueule du loup et qui se morfondaient et qui pensaient nuit et jour au pays, bon, ceux-là, les balayeurs, les manœuvres, les émigrés, ce sont les artisans du mouvement pour l'indépendance. C'est ici qu'est né le mouvement pour l'indépendance. C'est ce que j'appelle la gueule du loup. C'est les bienfaits de la contradiction. Il n'y a rien de mieux que la contradiction. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer ce qui était contraire. Parce que c'est ça qui te réveille. C'est vraiment le coup de poing qui te rend à toi-même. À l'école française, j'ai vite compris que la supériorité des Français résidait dans leur langue. J'étais heureux d'apprendre tout ce que j'apprenais. Et quand je rentrais chez moi, c'était tout autre chose. C'était l'Algérie, c'était la langue arabe, c'était ma mère en Gondoura. C'était vraiment deux mondes qui se combattaient en moi tous les jours. Et j'ai compris à ce moment-là que si je voulais dominer cette situation, il me fallait absolument être le meilleur en français. Parce que c'était la seule manière d'éviter d'être en état d'infériorité. Ce qui était notre sort en général dans toute la vie. Et puis bon, c'est vrai que c'est devenu effectivement tout au long de ma vie un fil conducteur jusqu'au moment où, la guerre ayant éclaté, ma tâche à moi, c'était de dire, dans la langue française, dans une œuvre littéraire, de dire aux Français ce qu'était cette Algérie, qu'ils niaient, puisqu'ils disaient qu'elle était française. Ici, je suis né. Ici, je rampe encore pour apprendre à me tenir debout. Avec la même blessure ombilicale
qu'il n'est plus temps de recoudre. Ici est la rue des Vandales, des fantômes, des militants, de la marmaille circoncise et des nouvelles mariées. Ici est notre rue. Pour la première fois, je la sens palpiter comme la seule artère en grue où je puisse rendre l'âme sans la perdre. Je ne suis plus un corps, mais je suis une rue. Ici est la rue de Nejma. S'il y a un écrivain au Maghreb, que ce soit de langue française ou de langue arabe, auquel on peut accorder du génie, c'est bien Kateb Yassine. Son œuvre Nejma, son roman, ou son long poème, est quelque chose qui a joué un rôle extraordinaire dans la littérature maghrébine. Nejma, si ma mémoire est bonne, est sorti en 1956, je crois. Mais Nejma, pour la première fois, est l'œuvre qui portait sur le plan littéraire ce sentiment de revendication d'une authenticité, d'une spécificité nationale. Ça a donné, je crois, pour le peuple algérien, un frisson, quelque chose que tout le monde a ressenti. Nejma, en d'autres termes. Nejma, c'est l'Algérie. Son image est restée vivante. C'est ça qui est important. C'est que l'image, c'est en définitive, c'est la patrie. Parce que la femme, la mère, l'amante, la sœur, c'est une seule et même chose. Or, à l'heure actuelle, l'Algérie, telle qu'elle est, ne peut tomber qu'entre les mains d'un Européen. C'est sûr. Et ça, pour nous, ça devrait être un terrible sujet de réflexion. Parce qu'à l'heure actuelle, une Algérienne, ou une Tunisienne, ou une Marocaine, ou une Africaine ne pourrait être appréciée à sa juste valeur que par un Européen. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire pour nous. Hein? Et c'est bien ce qui se produit. Je le trouve comme un impénitent défenseur des causes perdues, mais des causes justes. Elles sont toujours justes. Quand la revendication berbère d'une culture berbère s'affirme, il est là, à leur côté. Quand les femmes revendiquent une égalité devant la loi, il est à leur côté, etc. Donc il a une intervention dans la société algérienne qui renforce son pouvoir symbolique. المايا وروى واش قالت الحكاية تعرف همومي ومحاني تعرف العذاب اللي بكاني تعرف شنو سباب غنايا سر الكلام ولغة المايا كاين انت كاين Je débarque à la gare le midi et en face de la gare, je vois un hôtel et en entrant, je vois des bougies. Ah, je me suis dit, tiens, les Belges sont romantiques, ils aiment les bougies. Bon, je vais ensuite dans un autre lieu public, je vois encore des bougies. Oh, je me dis, alors là, c'est formidable, ça, c'est un peuple. Et tout simplement, il y avait la grève. La première impression en Belgique, c'était ça, les bougies, le romantisme. Et quoi de plus romantique qu'une grève, au fond? Je remarque que souvent, les petits peuples donnent des leçons aux grands. Et là, en quelque sorte, la Belgique a sauvé l'honneur. Parce que, alors que Serrault, en France, se débattait depuis 4 ou 5 ans, et qu'il essayait par tous les moyens de monter cette pièce, le cadavre encerclé, qui était la première pièce qui s'attaquait à la guerre d'Algérie sans fioriture, avec une véhémence, sur un ton direct, en mettant les pieds dans le plat carrément. Et les Français en avaient besoin, et nous aussi. Et en France, c'était impossible. Mais en Belgique, ça a été possible.
Un jour, Jean-Marie Serrault m'a dit toutes les difficultés qu'il avait à trouver un théâtre pour créer une pièce qu'il était occupé à répéter depuis longtemps à Paris. Il avait réuni une équipe. Et quelle équipe! Et l'OAS menaçait chaque fois. Téléphonait pour dire on casse le théâtre, on vient acheter des boules puantes, enfin, il n'y a pas question, on faisait pression sur les comédiens. Bref, c'était terrible d'imaginer qu'on allait tout de même pouvoir créer Kateb Yassine, le cadavre encerclé, dans de bonnes conditions. J'ai dit à Jean-Marie, écoute, faisons-le à Bruxelles. Jusqu'à présent, à Bruxelles, on est libre. En Belgique, on fait ce qu'on veut. Ça a été une aventure difficile parce que, malgré tout, le comité de patronage sur lequel on comptait s'est trouvé des raisons parfois délicates, difficiles pour accepter. Et puis, il y avait une grève à Bruxelles, il y avait une grève de l'électricité, on a failli ne pas avoir de courant, on a dû, à la dernière minute, louer un groupe électrogène pour faire tout de même du courant, pour que la représentation ait lieu tout de même. Et puis au moment où la situation était désespérée, la lumière est revenue et ça a pu avoir lieu. On a pu jouer 2 fois et les salles étaient pleines et ça a été un événement très important, très émouvant. Je crois qu'il était profondément heureux. Nous sommes allés le voir, nous ne connaissions pas encore notre ami. Et le lendemain de la représentation, Bouzid nous a amené Kateb. Alors bon, nous avons soupé à la maison, puis une amitié très grande, très sincère, s'est nouée. Nous avons continué à nous rencontrer. Et puis, je me sentais vraiment en famille. Alors, c'est dommage que, bon, Louis est mort, maintenant, parce que c'est un homme que j'aimais beaucoup, avec lequel j'ai beaucoup sympathisé tout de suite. Et il comprenait bien l'Algérie, en tant que patriote belge, il sentait bien l'Algérie. Puis sa maison, c'était au Krabbegat. Bon, ben, les Algériens de passage, qui étaient en général pourchassés, qui passaient la frontière traqués, sans papier, sans rien, ils étaient tous accueillis comme chez eux. On se sentait vraiment en famille, là. Et on a gardé des liens. Quoique c'était très difficile parce que Kateb est un pigeon voyageur. Hein, tu vas dans tous les pays du monde, alors de temps à autre, il nous envoyait une petite carte. Alors nous le suivions comme ça à la trace de temps en temps. J'ai erré de pays en pays jusqu'à l'indépendance. Et à l'indépendance, naturellement, je suis rentré en Algérie. Et bon, ça n'a pas été évident tout de suite. J'ai fait plusieurs allers et retours parce que je n'arrivais pas à trouver ma place au début en Algérie. Je suis revenu plusieurs fois en Europe et en URSS. Et j'ai fait encore d'autres voyages avant de pouvoir enfin vivre en Algérie en 71 jusqu'en 85, 6. Alors là, vraiment, je me suis réenraciné en Algérie parce que j'ai réussi à trouver une forme d'expression dans le théâtre. Je m'étais adressé aux Français et aux francophones dans le monde. Oui, mais mon peuple. Je commençais à penser que peut-être je pourrais faire moi-même quelque chose dans l'arabe que je veux pratiquer, l'arabe du peuple. J'ai eu la chance de rencontrer un ancien maquisard. Ça a été extraordinaire, cette rencontre du maquisard et de l'écrivain. Parce qu'avec Ali Zamoum, qui était à ce moment-là au ministère du Travail... C'est vrai que tu m'as intéressé. Mais c'était pas ta qualité d'écrivain, je dois dire. Peut-être après. Mais c'était... J'ai découvert un... Je vais dire peut-être un grand mot. Un militant. C'était un militant. Un militant, un vrai révolutionnaire, je l'ai senti tout de suite. Un grand révolutionnaire. Finalement, on était du même bord. Alors qu'en effet, j'avais un peu conscience aussi de quelque chose qui nous séparait parce que lui, il a vaguement appris que j'étais un bureaucrate, un responsable dans une administration, j'ai occupé des postes politiques et tout ça. Il avait toutes les raisons de se méfier en quelque sorte. Mais ce n'était qu'au fur et à mesure, à la longue, que finalement on s'est découvert, si on veut. Ce camarade m'a dit qu'il y a une troupe
pourquoi est-ce que tu ne ferais pas? J'ai dit oui, bien sûr. Finalement, ça s'est très bien passé. J'ai écrit cette pièce, Mohamed prend ta valise, qui était un appel aux émigrés pour qu'ils reviennent chez eux, et qui était un appel au gouvernement algérien pour qu'il mette fin à l'émigration, ce qu'il a fait. أنا كنت نسكن في اليوم في اسطنبول أكوتي بوموطو بيرو أكوتي بيرو خاطر ماش بيناتنا الواد أنا قطع الجيز في اسطنبول بيرو هذا فاصلية. عند العرب كنتوا تسكنوا؟ عند عربي. واش عارف شومبرا كنتوا؟ كنا في 8 ولا في 10 بالي في 8 الحمد لله بزاف شنو 4 ولا 5 8 و4 و2 القهوة من تحت حنايا الدوزيام من فوق. وبقيت ثما حتى ل 72 كان واحد الوقت داروا مسرحية محمد بران تفابيل. الور انا في هذيك الساعة ما شديتش هذيك المسرحية جيت روحت من هذيك ما رجعتش لفرنسا دخلت للطور الزراعية. Et c'était extraordinaire parce que je me souviens, par exemple une fois, on a fait une tournée qui a duré 5 mois, ça s'est jamais fait au théâtre ça, mais une tournée où nous avons touché 70 000 émigrés. Et les émigrés vraiment au plus bas de l'échelle. Bon, ceux qui balayent les trottoirs, ceux qui couchent dehors, ceux qui... Bon. Et une fois, je me souviens, on avait été dans une cité, parce qu'on ne jouait pas dans les théâtres, on allait voir les émigrés là où ils étaient. On avait été dans une cité et on avait distribué un prospectus, et la pièce s'appelait Mohamed prend ta valise. Bon, alors, comme les travailleurs n'étaient pas là, ils étaient au travail, on a mis les prospectus sous leur porte. Quand ils se sont fait lire le prospectus, Mohamed prend ta valise, ils ont cru que c'était un arrêté d'expulsion. Et certains ont fait leur valise, vraiment, ils sont rentrés. C'était vraiment terrible. الكلام ولغة المايا وروا واش قالت الحكاية عرف همومي ومحاني تعرف العذاب اللي بكاني تعرف شنو سبب غنايا الكلام ولغة المايا. Nous avons touché, en 5 ans, nous avons touché plus d'1 million de spectateurs. Après, on nous a considérés comme dangereux, bien sûr, et on nous a exilés à l'intérieur du pays. Ça n'empêche qu'on continue. Même, il y a au théâtre régional de Sidi Bel Abbès, la même troupe existe encore et continue son travail avec plus de difficultés. Mais maintenant, avec ce qui vient de se passer, avec l'intrusion de la jeunesse populaire dans la politique, je crois que ça va nous donner de nouvelles chances. Je savais pour ma part que mes ancêtres étaient des Kebloutis et qu'ils descendaient de Keblout. J'ai donc, après l'indépendance, fait un voyage dans l'Est où on m'avait indiqué les survivants de ma tribu que j'ai retrouvés. Et puis, au cours d'une veillée, naturellement, on a parlé de Keblout. Et là, c'est une bribe de poème dans laquelle j'ai retrouvé l'essentiel. C'était Keblout, Saken, Tmagra ou Tout. Autrement dit, Keblout habite Tmagra, c'est le nom de lieu, Tout, c'est le mûrier. J'ai donc été dans la région de Trèchela. D'abord, on cherchait où y a-t-il des Kebloutis ici. Il nous a dit, il n'y en a pas. Puis après, on m'a dit, attends, on va te conduire chez le gardien du cimetière. Je me demandais comment on pouvait garder les morts, comment il pouvait y avoir un gardien du cimetière. Et ce jour-là, j'ai compris son importance. Et à un moment donné, il nous a montré le cimetière et le tombeau de Keblout, c'était un pilier romain. Autrement dit, c'était une portion de pilier romain qui marquait l'ancêtre principal, et d'autres piliers romains, d'autres morceaux de piliers romains entouraient le premier. C'est ce que j'ai appelé le comité central des ancêtres. C'était vraiment comme une assemblée. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'impérialisme étranger, c'est-à-dire le pilier romain, a servi à retrouver l'histoire du pays lui-même. Ainsi, je vois Keblout, sous chaque pierre tombale, toujours dissimulant ses ailes de vautour pour un prochain voyage. Sa mort n'est pas certaine. On perd ses traces dans le désert. Car les ancêtres sans mémoire, signés avec leurs pieds sur le sable, des messages ouverts à tous les vents. En ce temps-là déjà, depuis les océans, depuis le Sahara, combien d'empires nous combattaient sous les hauteurs du Polygone.
et que de républiques dans le moindre village. En ce temps-là déjà, Keblout avait rompu ses liens. Au début, mon nom, ce n'était pas Hans, c'était Mohamed Karl. C'est Yacine qui m'a donné ce nom. Mais quand j'étais petit, quand j'étais garçon à Hambourg, on m'a toujours appelé Coco. Et à l'âge de 6 ans, ma mère, elle a décidé qu'il faut changer de nom parce que ça sera plus facile à l'école et tout. Et elle m'a donné le nom Hans. Il y avait un livre de Netschma traduit en allemand qui est devenu quelque chose de sacré un peu, que j'ai gardé toujours avec moi. Et une petite carte postale avec un lion envoyé de l'URSS, de Yacine. Oui, avec ces choses-là, j'ai vécu pendant longtemps et je ne savais pas très bien qui est mon père. Et voilà, bon, maintenant, j'ai avec moi ma fille aînée, Nadia, et le junior, Amazir, et encore une fois, je n'ai pas réussi à réunir mes 3 enfants, parce qu'il manque Hans, qui est en Allemagne. Et je vais en profiter pour dire 2 ou 3 mots quand même. D'abord, une chose que je n'ai jamais dite à Nadia, c'est que chaque fois que je viens ici, je suis bouleversé parce qu'elle me rappelle terriblement Nejma. Pour une raison bien simple, c'est que Nejma était une cousine, et elle me disait toujours que je ressemblais beaucoup à son père. Alors déduisez un peu, ce qui me fait toujours un choc, mais un choc heureux. Bon, la première, Nadia, je ne l'ai pas vue quand elle est née. Je l'ai vue, la première fois que je l'ai vue, elle était endormie dans un théâtre. Je ne sais pas si tu t'en souviens. On jouait La Femme Sauvage à Paris, avec Serrault, justement. Et puis, bon, elle était venue avec sa mère au théâtre, puis elle s'était endormie, elle devait avoir 12 ans, ou 11 ans. Bon, peut-être même plus de 7 ou 8 ans même. Et puis après, bon, les années ont passé, de temps en temps, je la revoyais. Bon, puis après, elle est devenue une femme. Tout ça, c'est vraiment remuant. Bon, j'aurais pas vécu la petite enfance avec lui. C'est dommage, parce que j'ai une petite fille, je vois les rapports qu'elle a avec son père, je sais ce qui m'a manqué, et c'est très important. C'est pas grave, je préfère avoir un père comme ça, absent, mais hyper présent au niveau de l'humanité, tu vois, plutôt qu'un père présent traditionnel, avec qui je ne pourrais rien échanger et qui ne soit pas un modèle. Mais si tu veux, j'ai toujours approché l'enfance de mon père, sa vie, de façon très distante, parce que j'avais une image de mon père tellement liée aux médias. C'était une image publique, si tu veux, tu vois, qui occultait en fait le rapport que je devais avoir avec lui, tu vois. Finalement, le seul que j'ai pu vu grandir un peu, ou même beaucoup, c'est-à-dire depuis qu'il avait 3 ans, c'est lui. Et quant à Hans, alors lui, depuis qu'il avait 4 ans, jusqu'au moment où il a eu 21 ans, je ne l'ai pas vu. Alors bon, tout ça, bien sûr, c'est dû à la guerre. C'est dû au fait que l'Algérie a vécu une guerre et que moi j'étais en exil. Après, à l'âge de 20 ans, j'étais à Hambourg, dans un appartement un peu sombre, un peu petit. Il y avait un sous-locateur dans cet appartement. C'était Mohamed Smail. C'était un Algérien. Et moi, j'ai parlé de Yacine. Il a dit que ça lui dit quelque chose. Il a écrit une lettre à Alger. Et son beau-frère, il a répondu que Kateb Yacine, il est là, il existe encore, et qu'il est directeur d'un théâtre. Et que si jamais je veux venir, je suis le bienvenu chez lui. Il m'a donné son adresse et pas de problème. Comme ça, je savais que je peux partir si je veux. Et puis, j'avais suffisamment d'argent pour aller en Algérie. Et j'ai fait le stop à Alicante. Je me rappelle que à la mer, à Alicante, j'avais un sentiment très fort que maintenant je suis tout près. Je suis à l'autre côté, je peux presque toucher l'Algérie. Je suis allé à Alger. Quand je suis arrivé chez Yacine, c'était déjà le soir. Je suis entré et j'ai dit
est-ce qu'il y a Kateb Yassine ici? Parce que tout ce que j'ai vu dans la cuisine, il y avait 3 personnes, un vieux, une femme et un petit. Le petit, il était habillé comme indien. Et c'était mon petit frère, Amazir. Et Amazir, il est allé dans une autre chambre. Il a parlé avec Yassine. Yassine, il est venu. Je dis que je viens de l'Allemagne. Il m'a demandé, ah, vous venez de l'Allemagne? D'où? J'ai dit d'Hambourg. Il m'a demandé, Hambourg? Ah, je connais Hambourg. Vous êtes peut-être mon fils? Et là, j'ai dit oui. Et puis, c'était mon fils. Le fils que je n'avais pas vu depuis qu'il avait 4 ans, il venait d'avoir 20 ans. Le plus beau, c'est que quand mon second fils est entré, tout de suite, le plus jeune m'a dit, tiens, voilà ton fils. Or, je n'avais pas de photo. Il n'avait jamais vu. Et après, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment tu l'as reconnu? Il m'a dit, parce qu'il est entré comme chez lui. C'est comme ça que j'ai découvert un peu d'autres mondes qui étaient intérieurs avant. C'était bien. Je savais que Yassine, c'était un bohémien. C'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Et j'ai senti quelque chose familier entre nous dans la manière de vivre. Parce que lui aussi, il était un peu sans racine, toujours à l'exil, toujours il a bougé. Il ne s'est jamais installé vraiment, je crois. Même maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il est installé. Quand on marche, bon, le temps, c'est que la vie est courte, mais lorsqu'on marche, on s'en rend moins compte. Moi, je sais que quand je marche, j'ai des idées. C'est là que je rêve le mieux, c'est quand je marche. Au fond, l'Algérie, c'est surtout un désert. Le peuple, au départ, c'est un peuple de pasteurs. C'est un peuple qui marche, il marche derrière ses troupeaux. Donc il faut marcher pour vivre. Quand ils vivent dans l'immensité, ça les énivre. Et à la fin, ils ne peuvent pas imaginer de vivre autrement. Parce que l'espace, c'est la liberté. Même quand on ne mange pas, même quand on est pauvre, même quand on a froid et faim, on se sent libre. Et puis, ça développe la poésie. On a l'impression que les sens sont multipliés, aiguisés, acérés de beaucoup plus. Et puis, la solitude, la profonde solitude dans laquelle on se trouve à ces moments-là, aide beaucoup à se retrouver. Être écrivain public, pour moi, ça m'a permis de connaître la vie, les gens, puisque beaucoup d'écrivains écrivent sans avoir vécu. Moi, j'ai eu cette chance. Mais malgré tout, l'écrivain a besoin de solitude. Il est un peu comme une poule dans un poulailler. Quand il faut pondre, il lui faut la paix, la sécurité, la solitude. Et ça, moi, j'avais beaucoup de difficultés à le trouver, puisque chaque fois que je trouvais une chambre, justement, mes amis et mes connaissances de la période où j'étais écrivain public me poursuivaient dans cette chambre, où il y avait d'interminables soirées, et ça se terminait par mon expulsion. Et puis, il faut bien dire qu'en ce temps-là, les Algériens étaient un peu comme une couvée de poussins en détresse. Et parce qu'on cherchait notre mère, l'Algérie, qui avait disparu depuis 130 ans. J'ai souvent trouvé un appui chez les femmes, aussi bien en Algérie qu'en Europe, un peu partout. Je crois que c'est dû en grande partie au fait que je suis l'auteur de Nejma, c'est-à-dire que les femmes sentent que je suis un ami pour elles. Je suis aussi très sensible aux femmes, parce que c'est un monde troublant qui remue, qui bouleverse. Il y a dans leur manière d'être, dans leur sensibilité, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, qui m'émerveille. J'ai compris pourquoi les femmes m'attiraient de plus en plus. C'est parce que je crois que de tous les êtres opprimés, c'est les plus opprimés. Indépendamment même de la notion de classe, la femme est opprimée parce qu'elle est belle, tout simplement.
sa beauté, c'est sa fatalité. On la piétine, on l'écrase parce qu'on veut la posséder, soit seule. Et par là même, la femme est prédestinée depuis son enfance, elle le sait d'ailleurs, elle est prédestinée à être violée, à être incomprise, à rester silencieuse, à passer toujours après les hommes, alors qu'elle est à la source de tout. Il y a des gens que la religion aveugle, que le fanatisme aveugle et que le nationalisme mal compris aveugle, au point qu'ils veulent cacher les femmes. Ils ne veulent pas qu'on les voie. Ils veulent les posséder pour eux, comme si on pouvait posséder la beauté. À supposer qu'on masque une rose, comment on pourrait la masquer? Une rose, il faut la voir, il faut la respirer, il faut qu'elle apparaisse. Il faut que l'Algérie, il faut que les belles filles de l'Algérie se montrent, il faut que le peuple les voie, il faut que les Algériens les aiment. Et il faut que la beauté de l'Algérie éclate. À l'heure actuelle, elle est souillée, elle est cachée, elle est piétinée, elle est écrasée. On n'a pas de fleurs pour les écraser. Ainsi, perdant à flot mon sang, j'apprends à nager. D'autres gamins plus héroïques apprennent la mécanique. Et je maudis l'armada paresseuse et pressée, les hommes résignés, l'obstination et la naïveté des banquiers. Je maudis ma futile passion de souffrir. Rêves sans aéroport, ouvriers sans armes, poètes muets, peintres abstraits, ministres désabusés, duellistes blessés aux genoux, putain jovial et souteneur respectueux de la loi. Je vous maudis, et la fin anachronique, et le froid malvenu, et le cadavre de Nejma, et la morgue du Nouveau Monde. Pour nous, amants terre à terre, il faut crier, hurler plus fort que les loups. Ceux qui veulent disparaître peuvent baisser le ton. Pour nous, il nous reste à gueuler avec patience. C'est pour cela que je m'échauffe, loin de Nejma, morte, sans courage. Je ne peux aimer une muette. J'aime à chahuter le silence comme un jeune homme que je suis. Adieu donc, volontaire de la mort. Si l'art te refroidit, c'est que tu es éternel.